Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Grand merci Gillian, Alexia pour l'organisation et Pascal l'organisation de cette journée, de ces rencontres. Euh, alors très rapidement ça a été fait, mais je vais me présenter. Donc je suis Guillaume Christen, je suis sociologue de l'environnement. Je travaille davantage sur les relations société-nature. Je suis à la fois chargé de recherche, responsable de formation en école de travail social à Mulhouse, mais aussi chercheur associé à l'UMR Sage, Société Acteurs et Gouvernement en Europe, ici même à l'Université de Strasbourg. Voilà. Et donc, effectivement, avec ma présentation, très modestement, on va aborder la question, enfin, effleurer, si j'ose dire, la question de la légitimité des savoirs, et notamment comment est-ce qu'on peut réhabiliter, si j'ose dire, un petit peu la simplicité, les savoirs d'usage, les savoirs ordinaires, dans les manières, finalement, d'agir face à la crise écologique. Alors j'aimerais commencer par cette citation qui me tient à cœur. Alors peut-être que certains et certaines connaissent la personne en question. Robert Hénard, là, qui nous dit on ne va pas dans la nature pour rencontrer, on va dans la nature pour rencontrer quelqu'un, pour se confronter à quelqu'un. J'affectionne particulièrement cette citation de ce naturaliste, un petit peu philosophe suisse, très connu notamment des naturalistes alsaciens, parce que cette citation, à mon sens, elle nous interpelle parce qu'elle appréhende aussi la relation à l'animal et plus généralement à la nature sur le prisme de la rencontre. Voilà, sur le prisme finalement de l'aller vers le vivant. Et on considère aussi le vivant comme étant une altérité finalement qui nous touche, qui nous transforme. On appréhende aussi l'animal et le vivant comme un soi. Voilà, et je pense que cette représentation de la nature et de l'animal bouleverse aussi un petit peu nos représentations communément admises de la nature, car très souvent, on a du mal à attribuer, je dirais, une agentivité, une intentionnalité finalement au vivant. Mais aussi cette citation, je pense qu'elle interroge aussi nos liens à la nature. Et là, j'aimerais aussi citer un philosophe que vous connaissez certainement, qui s'appelle Baptiste Morisot, qui travaille aussi sur ces relations au vivant, qui nous dit que finalement, notre crise écologique, c'est aussi une crise de notre rapport sensible à l'égard du vivant. Et qu'est-ce qu'il veut dire par sensible? C'est le fait que justement, on a des difficultés à attribuer de l'attention, pour reprendre un terme qui a été évoqué avant, mais aussi de la considération à l'égard du vivant. C'est-à-dire que l'on est incapable justement de voir ces autres comme des êtres autres qui comptent, qui existent réellement et pleinement d'une certaine manière, c'est-à-dire de les voir aussi finalement comme des cohabitants. Alors pourquoi aussi on a du mal justement à retrouver un rapport, je dirais, sensible au vivant? C'est parce que finalement notre société, elle est aussi traversée par un rapport à la nature et au vivant qui se technicise de plus en plus d'une certaine manière. Et notamment, on est de ce qu'on dit, on est un petit peu dans un rapport paradoxal finalement au vivant. Pourquoi un rapport paradoxal? Parce que à la fois, on est de plus en plus, je dirais que euh, notre société exerce une empreinte de plus en plus importante sur les écosystèmes de par nos modes de vie, mais en même temps, on est aussi dans une relation de plus en plus distendue finalement à l'égard du vivant, une relation de plus en plus éloignée. Et, euh, on, et on peut faire notamment le constat que finalement la technique, je dirais, occupe dans notre existence une place de plus en plus importante, d'une certaine manière, dans nos modes de vie, dans notre rapport au monde, mais aussi dans notre rapport finalement au vivant. Et cette crise écologique, finalement, elle nous interpelle parce qu'on se rend compte que finalement, les seules solutions techniques, finalement, elles ne sont pas forcément suffisantes. Et comme le dit aussi une autre philosophe qui s'appelle Val Plumwood, que je vous conseille aussi fortement, une philosophe écoféministe, qui nous dit que finalement, cette crise écologique aussi, elle nous interpelle sur nos rapports beaucoup plus existentiels de ce qui fait nature. C'est-à-dire elle nous amène à réfléchir finalement sur, je dirais, sur la manière dont on se voit finalement comme faisant partie intégrante d'une trame du vivant, comme faisant partie intégrante d'une chaîne du vivant à laquelle on est tissé, à laquelle finalement on est relié. Et que très souvent, les solutions techniques, elles n'abordent pas ces questions finalement complexes et qui nécessiteraient aussi, je dirais, de transformer notre récit culturel finalement à la nature. Et donc, ces enjeux, très souvent, ils ne trouvent pas de réponse dans les innovations techniques,
Euh, et c'est notamment donc un petit peu le fil rouge qui va nous concerner pour cet exposé, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut innover différemment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réhabiliter justement des savoirs d'usage, comment est-ce qu'on peut réhabiliter, je dirais, restaurer de la simplicité dans les manières finalement de rentrer en relation avec le vivant, c'est-à-dire par exemple comment est-ce qu'on peut remettre au cœur finalement de nos manières d'entrer en relation avec la nature comme l'attention à l'attention, comment est-ce qu'on peut travailler justement cette attention à l'égard de la nature, mais aussi comment est-ce qu'on peut travailler cette qualité aussi de considération, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi changer aussi de récit culturel à l'égard du vivant, mais aussi on va voir dans un troisième point comment est-ce qu'on peut aussi réhabiliter finalement les savoirs ordinaires, aussi les savoirs populaires autour de l'écologie, comme on va le voir, pour pouvoir aussi non seulement rénover une relation avec la nature, mais aussi rematérialiser, redynamiser finalement la capacité d'un faire et d'un agir sur les causes écologiques. Alors pour ce faire, on va aborder bon, voilà un petit peu les points qu'on va discuter dans cette présentation. Excusez-moi, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur Serge Moscovici, qui est un sociologue qui va un petit peu avoir une vue un petit peu macro sur ce qu'ils appellent les états de nature. On va voir aussi que face à la crise écologique, on a deux orientations, deux registres d'action qui sont possibles. Donc là, on verra aussi une autre sociologue qui s'appelle Marina Fischer-Kowalski, qui va nous dire que soit on a ce qu'on appelle le technosolutionnisme, comme l'a dit mon collègue avant, c'est-à-dire des savoirs qui vont se formuler dans des connaissances expertes, dans des connaissances savantes d'une certaine manière et techniques, mais qui vont avoir pour effet finalement d'accentuer aussi un rapport distendu à l'égard de la nature. Et aussi, enfin, on verra dans un dernier temps comment est-ce qu'on peut aussi l'agir à l'égard de la cause écologique, comment est-ce qu'elle peut aussi s'appuyer sur des savoirs expérientiels, une écologie du quotidien, une écologie finalement de l'ordinaire, entre guillemets, comme le dit Léa Billen, qui est une géographe qui a travaillé sur ces enjeux, pour restaurer ce qu'on va appeler aussi une forme de solidarité écologique que l'on va définir un petit peu plus tard. Voilà un petit peu le programme qui va nous concerner en espérant que j'arriverai à tenir dans le temps imparti. Mais ça, c'est autre chose. Alors très rapidement, j'avais souhaité justement revenir un petit peu sur les états de nature de Moscovici, qui va nous présenter un regard un peu macro finalement sur notre rapport à la nature au fil du temps, si j'ose dire, au fil de l'histoire, au fil des sociétés, et notamment qui va montrer comment est-ce que ce rapport à la nature va de plus en plus se techniciser, et notamment comment est-ce que les savoirs à l'égard du vivant vont aussi justement s'inscrire dans une relation de plus en plus experte et technique. Alors pour ça, il va justement identifier trois états de nature qui correspondent, si j'ose dire, à trois manières d'entrer en relation avec le vivant et qui vont générer aussi des types de savoirs très différents. Premier type, ce qu'il appelle les savoirs organiques ou l'état organique. Alors c'est plutôt une relation au vivant qui définit, on va dire, dans le temps comme étant un petit peu pré-industriel, mais notamment dans cette relation va se développer aussi des savoirs ce qu'il appelle, qui s'enracinent dans la mémoire des corps, où finalement c'est le geste et qui est le meilleur langage, on va dire, pour stocker en guise de mémoire, mais aussi pour transmettre aussi ces savoirs. Alors, notamment pour désigner ces types de savoirs, notamment qui vont se construire dans la relation avec le vivant, il mobilise notamment l'expression de savoir il va parler d'habilité dans le corps, où finalement l'outil, d'une certaine manière, est un continuum du corps, et l'outil va se prolonger, si j'ose dire, finalement, dans la matière. Donc finalement, dans la relation avec le vivant, dans ce type de savoir, il n'y a pas la relation au vivant n'est pas extériorisée et finalement le corps va prolonger finalement l'outil dans la matière. Et donc là, on retrouve plutôt finalement le travail finalement de l'artisan dans cette typologie un rapport, on va dire, plus industriel comme on peut connaître actuellement. Deuxième type de rapport, c'est ce qu'il appelle la nature de type mécanique ou le rapport de type mécanique. Et donc là, finalement, ça se développe avec la révolution industrielle et qui émerge notamment avec l'émergence des machines qui vont imiter finalement le corps
et pour justement augmenter, amplifier la force et la puissance. Autre particularité ici dans cette relation, c'est que le rapport est extériorisé. C'est-à-dire que l'outil ne va plus prolonger le corps, donc on perd finalement en termes de sensibilité. La sensibilité cesse d'être corporelle, la sensibilité cesse d'être touchée, coup d'œil, etc. Mais c'est plutôt un état de nature qui va se caractériser justement par le développement de l'ingénierie, de la mécanique, justement pour pouvoir augmenter les forces productives d'une certaine manière. Et là, on est aussi dans un rapport justement au vivant qui va s'extérioriser, où finalement la nature va être contrôlée, maîtrisée d'une certaine manière. Et enfin, dernier type d'état de nature, c'est ce qu'il appelle une nature de type synthétique ou cybernétique, qui correspondrait un petit peu à notre société actuellement, où finalement c'est une nature synthétique, c'est une nature qui n'existerait pas à l'état naturel d'une certaine manière, mais c'est une nature qui est justement produite par l'activité humaine, qui est justement augmentée, si j'ose dire, par l'activité humaine, voire transformée par notamment la manipulation génétique. Finalement, on peut notamment citer ici les semences hybrides, etc. Et là, donc, vous comprenez très bien qu'on est vraiment dans un rapport fortement aussi artificialisé à l'égard du vivant. On va accentuer finalement le contrôle et la maîtrise. En tout cas, ce qui est assez intéressant finalement dans les trois états de nature que Serge Moscovici nous décrit, c'est qu'on voit bien que finalement le savoir cesse d'être, ne passe plus finalement, n'est plus médiatisé par le corps, et la relation à la nature finalement s'extériorise de plus en plus et devient de plus en plus distante d'une certaine manière, et on est aussi dans un savoir qui se technicise aussi de plus en plus. Alors, un petit peu pour aller dans le même sens, j'aimerais citer aussi une autre sociologue que j'affectionne aussi beaucoup, qui n'est pas très connue en France, parce qu'il faut lire aussi l'allemand, autrichienne, qui s'appelle Marina Fischer-Kowalski, qui va un petit peu dans le même sens finalement que Serge Moscovici. Et pourquoi est-ce que je la cite? Parce que Marina Fischer-Kowalski nous dit que voilà, on est un petit peu dans un rapport aussi paradoxal à la technique. Autrement dit, on est dans un rapport aussi, une sorte de sentier de dépendance à l'égard de la technique. Pourquoi? Parce qu'elle part de l'idée que finalement, la crise écologique, les problèmes environnementaux trouvent leur origine finalement dans un processus croissant de colonisation des processus naturels, notamment par la technique, du fait que les milieux soient justement artificialisés, etc. Et face à cette crise écologique, selon elle, on serait face à deux orientations possibles. La première orientation, qui a été soulevée notamment par mon collègue avant, c'est justement le technosolutionnisme ou l'hypertechnicisation. C'est-à-dire que finalement, loin de remettre en cause ce mouvement finalement de rationalisation, les réponses qui seraient formulées face à la crise écologique se traduisent par davantage finalement de techniques. On aurait toujours donc ce sentier de dépendance finalement à l'égard de l'innovation technique. Et donc, par conséquence, justement, dans ce modèle-là, on accorderait encore plus d'importance finalement à la figure de l'expertise et les solutions face à la crise écologique seraient traduites, formulées dans un savoir technicien. On appelle ça notamment l'émergence finalement de ce qu'on appelle des éco-innovations, selon Sophie Nemos, c'est-à-dire que finalement on va essayer de trouver des solutions techniques face à la crise écologique qui en même temps sont aussi des opportunités économiques. Et ces innovations techniques, ces éco-innovations ont pour but justement de générer des nouveaux profits, des nouvelles croissances vertes en essayant justement de décarboner d'une certaine manière notre économie. Et donc dans ce modèle-là, on l'appelle aussi finalement la modernisation écologique, parce que voilà, on n'y a pas forcément de rupture avec le modèle existant. On continue finalement, on est toujours finalement sur des solutions qui vont se baser sur l'innovation technique et la croyance finalement au marché, avec cette idée, si j'ose dire, un peu cette illusion que finalement la technique, entre guillemets, va nous sauver et qu'en même temps la technique finalement est le support d'une nouvelle croissance verte. Une seconde pour Marina Fischer-Kowalski, mais aussi pour aussi d'autres auteurs, je pense notamment à Joseph Hubert, un autre sociologue, philosophe allemand, on a une autre solution, c'est qu'on peut innover différemment. Voilà. Innover différemment, ça veut dire quoi face à la crise écologique? C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des solutions qui vont passer par plus de techniques, voilà, qui, plus de techniques, vont nécessiter des nouvelles ressources, des nouvelles matières premières, donc encore être plus impactantes et donc, par conséquence, encore davantage coloniser les milieux. On peut innover différemment et autrement en retirant des formes de médiation technique, c'est-à-dire qu'en réhabilitant un agir différent,
des solutions différentes qui vont justement s'inscrire dans ce qu'on appelle dans une innovation de rupture. Et cette innovation de rupture, c'est-à-dire qu'on va retirer des formes de médiation technique pour au contraire réhabiliter le potentiel d'action finalement du vivant. C'est-à-dire qu'on va faire confiance finalement au vivant. Ben, c'est un petit peu toutes les solutions fondées sur la nature et notamment qui peuvent aussi s'inscrire dans ce registre d'action. Mais au-delà de cela, finalement, dans ce second modèle, il est aussi, je dirais, organisé par rapport à un principe de solidarité et d'égalité, où l'on va aussi finalement valoriser les démarches citoyennes et collectives. Ça aussi, c'est important. Et ce modèle-là, donc, il s'inscrit dans une vision assez écocentrée, finalement, et pas forcément anthropocentrée, où finalement, on va essayer, où l'humain va essayer un petit peu de réinscrire son identité, comme on l'a dit avant, hein, dans une trame du vivant. Et, euh, et, euh, et on va aussi réhabiliter, comme on l'a dit avant, un petit peu le potentiel d'action du vivant et pas forcément toujours faire confiance en guillemets, aux technologies supplémentaires. Donc vous voyez, ce qui est assez intéressant dans ce que nous propose finalement Marina Fischer-Kowalski, c'est qu'elle nous dit que finalement, parce qu'on emploie toujours ce terme de transition d'une manière un petit peu homogène et stable, que finalement, le terme de transition, il n'est pas si univoque. Il y a bien des controverses derrière. Et derrière ce méta-récit, on a bien deux orientations très différentes, on va dire, deux modèles différents qui sont justement très controversés. Un premier modèle qui va plutôt justement favoriser l'innovation technique et un second qui va plutôt favoriser les initiatives citoyennes, la solidarité, le low-tech, c'est-à-dire innover différemment sans forcément justement passer par des innovations techniques supplémentaires. Alors, si on reprend un petit peu ce premier modèle que nous décrit finalement Marina Fischer-Kowalski, donc si on passe par le technosolutionnisme, comme on a pu le dire avant, on va de plus en plus vers une technicisation de l'agir en faveur de la cause écologique. C'est-à-dire que finalement, non seulement les problématiques environnementales vont être compartimentées dans des connaissances expertes, mais les réponses, les solutions, les possibilités d'action vont elles aussi être traduites et compartimentées finalement dans des savoirs experts, techniciens, quand bien même finalement les dossiers environnementaux, les problématiques environnementales soulèvent aussi des épreuves sociales. Et ces réponses techniques face à la crise écologique ont aussi tendance du coup à délégitimer, à discréditer aussi les formes de rationalité sociale. Et autre aspect, conséquence aussi justement de cette technicisation de l'agir en faveur de la crise écologique, si on s'appuie aussi sur une autre approche, notamment que j'emprunte aussi à Jean-Baptiste Comby, un sociologue qui travaille beaucoup aussi sur le rapport entre les classes sociales et l'écologie, qui va justement montrer que finalement, ces solutions qui sont basées sur le marché et la technique, très souvent, ces modalités de la participation, ces modalités, je dirais, de l'implication à l'égard de la cause écologique, elles sont aussi susceptibles de générer des formes d'inégalité écologique, des formes d'inégalité par rapport à la possibilité pour les citoyens de pouvoir s'impliquer, de pouvoir finalement participer. Pourquoi ? Parce que ces modalités de la participation, de l'implication à l'égard de la cause écologique qui s'appuient sur la technologie et sur le marché en même temps, s'appuient sur ce qu'il appelle la figure de l'homo ecologicus. Alors, c'est quoi cette figure finalement de l'homo ecologicus, qui est empruntée à l'homo economicus d'une certaine manière? C'est-à-dire que ces modèles-là s'appuieraient un peu sur l'idée que les acteurs agiraient d'une manière rationnelle et en situation un petit peu de situation parfaite. C'est-à-dire que finalement, l'agir en faveur de la cause écologique s'appuie essentiellement sur des leviers économiques et normatifs via justement l'a priori d'un acteur rationnel. Par exemple, pour un petit peu incarner ce que je dis, si on prend l'exemple de la transition énergétique, une possibilité donc, pour les citoyens de pouvoir s'impliquer, c'est justement de profiter des leviers économiques existants via le crédit d'impôt et pouvoir installer donc une installation donc photovoltaïque ou thermique sur son toit et pouvoir donc justement aussi, c'est dans le cas du photovoltaïque, pouvoir revendre aussi l'électricité vendue d'une certaine manière et bénéficier justement de crédits d'impôt.
Donc on voit bien que finalement les possibilités d'agir s'appuient bien finalement sur cette figure de la rationalité économique. Et, pour Jean-Baptiste Comby, ces dispositifs existants valorisent aussi ce qu'il appelle aussi un ethos comptable, qui privilégiait plutôt les classes moyennes, les classes supérieures d'une certaine manière, qui sont plutôt bien disposées à pouvoir s'orienter dans les formalités administratives, etc., et financières, etc., dans la composition des dossiers. Et finalement, cet agir en faveur de la cause écologique est susceptible, d'une certaine manière, aussi de générer des formes d'inégalité de contribution, finalement, à la production d'un bien commun que serait l'énergie verte et plus généralement, finalement, l'écologie. Donc finalement, on voit bien que cette technicisation finalement de l'agir à l'égard de la cause écologique est susceptible de générer des inégalités de contribution, si on reprend un petit peu une expression de Jean Gadret, donc aussi un économiste, c'est-à-dire que finalement, les citoyens auraient la possibilité et l'envie de contribuer finalement à un bien commun que serait l'environnement, mais finalement, ils sont quelquefois en incapacité de pouvoir traduire leur envie, leur valeur en possibilité finalement d'action concrète, en possibilité finalement de traduire cette envie en action concrète. Pardon, ouais. Autre aspect aussi, c'est que, autre questionnement, c'est finalement si on reste un petit peu dans une technicisation de l'agir, on risque aussi de perdre la trace, comme le dit Val Plumaude aussi, car si on reste sur les seules solutions techniques qui fabriquent l'agir en faveur de la cause écologique, ça risque de renforcer ce réductionnisme moderne, c'est-à-dire la vision un peu humano-centrée de la nature. C'est-à-dire qu'on cultive toujours cette illusion que finalement, la technique va nous permettre d'être dans une forme d'indépendance, excusez-moi, à l'égard de la nature, grâce finalement à l'innovation technique d'une certaine manière. Et donc, du coup, on reste toujours, si j'ose dire, un petit peu dans le récit d'une illusion de l'exception humaine, voilà, qui se voit comme étant, si j'ose dire, un peu indépendante de toute forme de dépendance à l'égard du vivant. Autre aspect aussi, et là, que soulève aussi ce questionnement, c'est, on voit bien que finalement, si on reste dans une technicisation, je dirais, de l'agir, donc un agir écologique qui serait formalisé autour de savoirs experts, de référentiels techniques, les modalités d'action en faveur de la cause écologique sont construites en extériorité, si j'ose dire, des savoirs et du monde vécu des habitants. Et donc, et là, j'emprunte aussi une autre approche qui est de Lydie Lègle, qui nous dit que finalement, à défaut d'activer, je dirais, la capacité d'un faire, d'un agir sur l'environnement, ces modalités d'action qui restent traduites autour de savoirs experts, de savoirs techniques, finalement, accentuent, selon elle, un sentiment d'impuissance à l'égard de la crise environnementale. Et, euh, et pour elle, une des opportunités un petit peu de renouer des formes d'interaction en faveur de la cause écologique, ce serait d'envisager la transition écologique comme un outil de cohésion sociale à un double niveau. Qu'est-ce qu'elle veut dire par un double niveau? C'est-à-dire que il faudrait déjà imaginer la construction de modes d'action qui soient à l'initiative des habitants, qui permettraient justement de renouer d'une certaine manière des formes d'agir en faveur de la cause écologique, mais du coup aussi envisagerait la transition écologique du coup comme un outil de cohésion sociale et non pas comme un outil finalement d'exclusion ou de catalysateur finalement des inégalités. Donc c'est pour ça qu'elle dit que finalement ça serait intéressant justement de penser la transition écologique à l'échelle des savoirs des habitants, à l'échelle de leur savoir du quotidien, justement pour à la fois redonner une forme de pouvoir d'agir sur les causes environnementales et en même temps, l'écologie deviendrait du coup un outil de cohésion sociale, un outil justement de lien social et non pas un outil de différenciation ou d'exclusion sociale. Alors comment est-ce qu'on peut y arriver? On peut un petit peu du coup se référer aussi aux travaux très récents de Léa Billen, qui est géographe, docteur en géographie,
qui nous dit que justement, son travail revient un petit peu sur les formes d'écologie ordinaire, c'est ce qu'elle appelle comme ça, et cette écologie ordinaire, ces savoirs autour de l'écologie sont plutôt ancrés dans le quotidien des habitants et ils sont aussi liés, je dirais, finalement, aux enjeux de justice sociale. Et cette écologie de l'ordinaire désigne un peu une forme d'écologie qui passe par la transformation des modes de vie, comme le réemploi d'objets, la réparation ou encore des modes de consommation alternatifs. Mais surtout, cette écologie s'ancre, je dirais, dans des réalités sociales concrètes et répond aussi à des besoins immédiats, notamment en termes de pouvoir d'achat, mais ça va bien au-delà aussi de cette problématique. Et surtout aussi, cette écologie, d'une certaine manière, elle est aussi collective, même si elle peut aussi s'appuyer sur des pratiques individuelles. Et quelles formes vont prendre aussi ces savoirs? Selon Léa Billen, pardon, ces savoirs, les habitants vont plutôt mobiliser des savoir-faire qui sont liés à la débrouille, d'une certaine manière. Donc des savoirs qui sont liés donc à la débrouille, mais aussi donc le fait de réparer soi-même, par exemple. Euh, donc, mais aussi, donc, il y a aussi des savoirs traditionnels qui peuvent aussi être mobilisés d'une certaine manière. Et notamment, il y a aussi donc tout ce qui est un petit peu des expériences, des expérimentations sociales qu'elle appelle sans innovation, qui sont notamment issues d'initiatives telles que la recyclerie, la récupération, le troc, finalement le don. Tout ça qui relève aussi un petit peu de pratiques populaires traditionnelles. Et on voit bien que finalement, il y a une possibilité finalement de pouvoir justement réhabiliter toutes ces formes de savoir un petit peu ordinaires, toute cette écologie ordinaire, mais qui très souvent qui manque de reconnaissance. Ce que nous montrent aussi donc, les travaux de Jean-Baptiste Comby et de Léa Billen notamment, c'est-à-dire que très souvent, les habitants sous-estiment finalement leurs initiatives, c'est-à-dire que ces habitants-là ont des savoirs, ont des modes de vie qui peuvent être très sobres, qui sont aussi très souvent aussi dictés par la nécessité économique, hein, voilà. Mais ces modes de vie ne sont pas forcément toujours inscrits, ils ne vont pas forcément inscrire ces modes de vie ou ces savoirs dans des justifications écologiques, d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas inscrire ces savoirs dans un registre autour de valeurs écologiques, etc., d'une certaine manière. Et ces acteurs-là n'ont aucun, je dirais, n'ont aucun intérêt, pardon, de retirer un peu un profit symbolique, de mettre une étiquette écologie, finalement, sur ces pratiques du quotidien. Donc, de fait aussi, ces pratiques du quotidien, cette écologie ordinaire, souffre d'une certaine manière d'un manque de reconnaissance sociale. Et très souvent, ces savoirs-là ne sont pas forcément, du coup, reconnus par les dispositifs aussi institutionnels. Et donc, je réfléchis aussi un petit peu à voix haute et vous m'excuserez. Donc, cette écologie du quotidien, cette écologie de l'ordinaire, finalement, ces expérimentations sociales sans innovation, voilà, peut-être qu'elle s'appuie aussi sur la convivialité au sens d'Ivan Illich. La convivialité dans quel sens? Au sens d'Ivan Illich, dans le sens où finalement, on est sur des solutions qui sont facilement appropriables par les acteurs, voilà, qui s'appuient sur le vécu, l'expérience aussi des acteurs, donc facilement appropriables, mais aussi qui sont aussi susceptibles, je dirais, de redynamiser aussi un tissu social, parce que ces initiatives s'appuient aussi sur des transmissions, hein, sur des expériences collectives notamment. Donc il y a aussi cette dimension finalement collective autour de la transmission aussi de ces savoirs. Alors donc on a pu un peu appréhender donc cette écologie de l'ordinaire, cette écologie du quotidien, qui est susceptible aussi de redynamiser aussi une forme de pouvoir d'agir autour de ces enjeux environnementaux. Et ça, c'est une question aussi qui me semble aussi importante. Donc rematérialiser d'une certaine manière la capacité d'un faire, d'un agir autour d'enjeux qui très souvent nous semblent un petit peu globaux, hein, et systémiques. Mais il y a aussi peut-être, il n'y a pas que cette écologie de l'ordinaire, hein, c'est aussi une possibilité, mais il y a aussi, on peut innover différemment en réhabilitant le corps, en réhabilitant l'essence, en réhabilitant aussi ce qu'on peut appeler la qualité d'attention, la qualité de considération. C'est ce qu'on a un petit peu vu aussi en introduction.
Alors effectivement, comme on l'a vu en introduction, donc si on part un peu de l'idée que la crise écologique, c'est aussi une crise de notre rapport sensible au vivant, une crise de l'attention, il y a aussi, on peut innover différemment en réhabilitant ce qu'on appelle la qualité d'attention à l'égard du vivant, c'est-à-dire comment réapprendre d'une certaine manière à porter attention à l'attention, donc comment prendre soin de l'attention, comment travailler cette attention à l'égard justement des vivants non humains. C'est aussi un aspect qui me semble aussi important d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'habitue aussi, comment est-ce qu'on prend en compte les autres qui nous entourent aussi. Voilà, c'est aussi des savoir-être et des savoir-faire, des savoir-être aussi dans le rapport à l'autre, mais une attention du coup qui est élargie, hein, qui n'est pas forcément seulement destinée aux humains, mais une attention qui est élargie aussi aux non-humains, comme le dit aussi Baptiste Morisot. Autre aspect, c'est comment est-ce qu'on peut aussi réapprendre à considérer les autres, donc la qualité de considération. Là, je tiens cette expression aussi de Val Plumwood. Euh, je pense qu'il faut que je conclue, c'est ça? Non? Ok. Alors, pourquoi réapprendre à considérer? Parce que comme on ne l'a pas forcément abordé aujourd'hui, mais on est quand même très marqué, très forgé aussi par un rapport occidental au vivant. Et dans ce rapport occidental, cet héritage occidental du vivant, eh ben, on a la fâcheuse tendance à déconsidérer le vivant d'une certaine manière, c'est-à-dire à partir de l'idée que le vivant, c'est pas de l'activité, le vivant est privé d'agentivité, d'intentionnalité, etc. Donc il faut réapprendre, hein, je dirais, à porter aussi un autre regard sur le vivant, un regard plus intentionnel, plus animé, comme le dirait Val Plumwood, il faut réapprendre à réanimer notre rapport au vivant d'une certaine manière. Et ça, notamment, vous connaissez aussi dans l'éducation à l'environnement, il y a tout aussi le paradigme de l'éco-formation qui va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est aussi valoriser aussi l'essence, le toucher, apprendre à prêter attention aux autres, à considérer aussi le vivant en étant dans une situation aussi d'écoute sensible d'une certaine manière. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut aussi réhabiliter aussi le corps, justement, les sens, le toucher, le voir, l'entendre, l'écouter, le ressentir dans nos manières finalement de nous connecter et de reconstruire aussi finalement un lien au vivant, d'être dans une expérience justement attentionnelle à l'égard du vivant, donc réapprendre cette expérience attentionnelle à l'égard du vivant. Et je sais que le temps me presse, donc je vais bientôt conclure un petit peu sur des généralités. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi acquérir une considération élargie. Alors là, c'est des belles expressions peut-être, mais comment réapprendre à être terre, pour reprendre une expression de Val Plumwood, ou comment réapprendre à penser comme une montagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, j'ai aussi mis une expression de Rochette, donc vous connaissez certainement ceux qui fait notamment des BD que j'aime beaucoup. Voilà, je vous la laisse la lire. Mais c'est justement comment aussi réapprendre à accepter un soi écologique, une identité écologique. C'est-à-dire dans quelle mesure aussi est-on capable à élargir les frontières de notre identité. Voilà, ça veut dire quoi? Élargir les frontières de notre identité, admettre que finalement, on s'inscrit dans une communauté écologique. Donc c'est élargir les frontières de la communauté. Voilà, la société ne se limite pas aux humains, elle est élargie aux non-humains. Voilà, donc comme le dit aussi Aldo Léopold, une communauté biotique. Et dès lors aussi qu'on admet la reconnaissance de la contribution des autres à notre existence, c'est-à-dire que le vivant permet les conditions d'habitabilité sur Terre, on admet aussi l'idée que finalement que notre identité dépend aussi de ces autres et que notre identité, finalement, que notre histoire, elle est aussi tissée à celle des autres et que notre histoire dépend aussi de celle des autres. Donc dès lors aussi, on élargit ce qu'on appelle les frontières de l'identité
Voilà, on dépasse cette vision purement humano-centrée de l'identité pour accepter ce que Val Plumwood ou même aussi Baptiste Morisot nomme notre soi écologique, notre identité écologique, c'est-à-dire qu'on se voit comme un cohabitant parmi d'autres cohabitants. On se voit comme finalement faisant partie intégrante d'un écosystème. On se voit comme faisant partie intégrante d'une trame du vivant à laquelle on est lié, à laquelle on est tissé, à laquelle on dépend d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en restaurant peut-être aussi ces savoirs tels que la qualité d'attention, la qualité de considération, ça peut aussi nous amener justement à réfléchir à comment est-ce qu'on fait société, comment est-ce qu'on fait communauté, dans quelle mesure peut-on élargir les frontières de cette communauté et aussi les frontières de ce qui fait identité. Et pour terminer, je n'ai pas encore terminé, hein, j'ai mis un joli lynx de Robert Hénard là aussi pour finir. Euh, Si on reprend, juste encore 2-3 minutes, si on reprend aussi un petit peu cette idée d'écologie ordinaire, d'écologie du quotidien, tout ça, ça nous amène à réfléchir finalement à ce processus de transition qui très souvent, comme on l'a vu, ce processus de transition écologique est vraiment formalisé, solutionné autour d'un registre technique, d'un registre économique, comme on l'a vu avec cette modernisation écologique. Mais dans quelle mesure peut-on aussi un peu déplacer la focale et voir cette transition comme un espace un peu capacitant pour les acteurs, c'est-à-dire un espace où les habitants ont la possibilité de se réapproprier cette transition d'une certaine manière. Se réapproprier cette transition, c'est-à-dire dans quelle mesure finalement les acteurs comme vous et moi, les acteurs ordinaires, peuvent-ils être aussi en situation, je dirais, de faire leur propre narration de la transition, c'est-à-dire réfléchir collectivement sur quoi on transitionne, sur quels enjeux on transitionne, d'une certaine manière, et à partir de quel savoir finalement on transitionne aussi, quel savoir on va mobiliser pour amorcer cette transition. Et pour évoquer justement l'expression d'une collègue qui s'appelle Florence Grandchamp, je pense qu'il semble important de permettre aux acteurs de proposer leur propre récit de la transition, en les invitant, je dirais, à énoncer leur vision de l'écologie, d'une certaine manière. Hein. Et quand je dis leur vision de l'écologie, c'est-à-dire sur quels enjeux on opère la transition, à partir de quel savoir. Mais encore faut-il, comme on l'a vu, qu'on puisse aussi accorder une légitimité, une reconnaissance à ces savoirs ordinaires, à cette écologie du quotidien. Hein, parce que ces savoirs-là souffrent d'un manque de reconnaissance, d'un manque de légitimité, d'une certaine manière. Et aussi dans quelle mesure aussi peut-on aussi reconnaître une légitimité à ces savoirs qui sont plutôt basés sur l'essence, cette qualité d'attention, cette qualité de considération, donc à des savoir-être à l'égard finalement du vivant, à l'égard des autres d'une certaine manière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je reste disponible pour des questions. Merci beaucoup, Guillaume. C'est passionnant et ouais. Et je trouve que ça fait une jolie suite aussi par rapport à cette question de valeur, de commun. Qu'est-ce que nous souhaitons pour notre société dans cette période de transition et le terme d'avoir la transition vu comme un espace temporel et éventuellement physique, capacitante. Je trouve que c'est très intéressant aussi d'intégrer ça dans notre compréhension de ce qui est en train de nous arriver. Et je trouve intéressant aussi, parce que finalement, tu poses des questions de confronter ces savoirs par rapport au savoir qui est valorisé dans le sens économique et compétitif. Parce que là aussi, comment évaluer ces savoirs? Lorsqu'on est en école, on passe les évaluations de connaissances. Donc, c'est savoir comment ils sont reconnus et quelle valeur on leur donne dans une société qui est orientée vers l'évaluation et la compétition. Donc, c'est vraiment des questions très fondamentales que tu nous poses là et exposes d'une manière toujours aussi brillante et référenciée par rapport à des personnes qui travaillent sur ce sujet. Mais je ne veux pas occuper le micro. Enfin, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à des références données et voir les enjeux qui ont été posés.
peut-être que je l'ai peut-être mal exprimé, mais comment est-ce que aussi ce technosolutionnisme, comme le dit aussi Pierre Lascoum, hein, un autre sociologue, ces solutions techniques basées sur le marché, etc., bah, accentuent aussi le déni écologique aussi, à mon sens, c'est-à-dire que nous mettent un petit peu dans des situations où on n'a pas forcément conscience des réalités écologiques et des limites écologiques d'une certaine manière, parce qu'on reste toujours dans cette illusion que l'innovation technique va apporter une solution et permet finalement ben, ce qu'on appelle la modernisation écologique, donc la poursuite et la continuité du modèle, voilà, d'une certaine manière. Voilà. Donc on reste dans ce déni écologique, c'est-à-dire on est incapable en situation d'incapacité de voir les limites et les réalités de nos modèles, en tout cas notre modèle. C'était intéressant hier soir dans la conférence avec le journaliste Richard Louv, qui nous avait parlé des travaux qu'il avait menés avec d'autres chercheurs qui parlaient non pas d'avoir cinq sens, mais qu'on avait comme cette connaissance et savoir, cette capacité d'avoir jusque 30 sens. C'était ce qui a été dit hier. C'est-à-dire que notre constitution, même humaine, est riche de savoir, on va dire, que nous exploitons pas, puisqu'on est dans des logiques très économiques de produire qui sont éloignées d'être en fait en lien avec ces capacités, nos capacités nous-mêmes. Voilà. Donc, c'était intéressant de aussi évoquer ça hier soir. Vous l'aurez en replay si vous n'avez pas pu participer hier soir. Donc,